Merlin Goati, première. Moi, j'étais pas né en décembre 1954. Ah bon? Mais toi non plus, Arnaud, je crois. Moi non plus. Eh non. Alors, Jazz Magazine coûtait 100 francs à l'époque. C'est cher, non? Mais c'est 100 francs. Pas mal, ouais, je pense, anciens francs. bien sûr, les bien francs sûr. de nos grands-parents, de nos mamies, Bien de sûr, nos papis. bien sûr. Surtout, ce qu'on ne voit pas, Ouais. c'est qu'il n'y a pas le nom de Non, Lionel alors Hampton ça, sur la couverture. Eh ben, pour te faire une confidence, quand j'ai commencé à être stagiaire à Jazz Magazine, je classais les anciens numéros et ça m'a impressionné de tomber sur le numéro 1. Je me suis pas dit, tiens, il n'y a rien. Ça me paraissait logique et pourtant, j'ai pas du tout vécu cette époque qu'on mette Lionel Hampton en couverture sans forcément dire qui il était parce que, on le sait, Lionel Hampton en 54, Il était déjà très célèbre. il était très célèbre, il y avait... Il faisait des tournées un petit peu partout avec son grand orchestre, notamment Voilà. en France, où les musiciens en profitaient pour je crains faire que le mur, Ah pour oui. aller enregistrer chez Vogue. Exactement. De Euh, manière quasi illégale, en fait. Absolument, parce Ah ouais. que Hampton n'était pas d'accord avec ça. Mais il se trouve que Hampton donc fait la une du premier numéro de Jazz Magazine, alors qu'il n'est même pas marqué sur la une. C'est un musicien noir américain. Oui. Il a la clope au bec, enfin beaucoup de choses qui nous surprennent un petit peu aujourd'hui, évidemment, par rapport Presque à la presse. interdite. Et puis c'est une pleine page, c'est une photo pleine page, il n'y a rien, il n'y a aucun titre. Et Ça, c'est très quand moderne, même, c'est presque avant-gardiste, ouais. en fait. Et alors, moi, j'ai fini par comprendre que dans les jazz magazines de cette époque-là, il arrivait parfois qu'un artiste soit en couverture et qu'il n'y ait presque rien à l'intérieur. Ouais. Alors, je ne comprenais pas. Eh bien, si, c'est qu'en fait, tout simplement, Danny Philippaki et Frank Teno, et légèrement avant eux, Nicole Barclay et Eddie Barclay, mettaient en couverture un artiste qui passait en concert le mois suivant. Ça faisait une sorte de promotion pour ce Bien concert. sûr, Et même s'il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur, c'était pour eux très important de le faire parce que c'était vendeur, je crois, de mettre ces artistes-là à l'époque. C'est quelque chose qui peut nous surprendre, mais jusqu'aux années 80, même aux années 90, beaucoup de gens dans ce métier ont été multicasquettes. Ouais. Et ils faisaient à la fois de la presse, ils faisaient de la radio, souvent ils étaient même producteurs de disques, ce qui nous semble un petit peu bizarre. Ils pouvaient produire des concerts, inventer des festivals, avoir des boîtes de production. Oui. Aujourd'hui, ça serait un peu Alors plus oui, au nom compliqué, de je la, pense. de la sacro-sainte déontologie, on trouvait ça scandaleux, alors qu'en fait c'était très courant. C'était du militantisme. Voilà. C'était pas forcément Pour la faire cause du pognon. jazz. Non, non, c'était plus pour la cause. Love for sale. On a choisi cette photo de Bill Holiday pour ouvrir l'exposition et puis pour la symboliser. C'est une très belle image. Elle sort de scène à l'Olympia en novembre 1958. Elle est encore très belle et pourtant elle va disparaître quelques mois plus tard. On sait qu'elle s'est produisée en ce mois de novembre 58 au Mars Club à Paris. Et il y avait très peu d'amateurs tous les soirs. Il y avait Françoise Sagan qui le raconte dans son livre Avec mon meilleur souvenir. Et sinon, c'était quand même une période un peu compliquée pour elle. Frank Teno, qui était passé à son hôtel le matin avec une bouteille de whisky pour la réveiller, dit que ça allait à peu près encore dans la journée et le soir, c'était difficile. On la voit sortir de scène. C'est quand même une très très belle image de Cette Billie. image est incroyable parce que en fait, on voit Billie Holiday qui est face à nous mais qui nous snobe un petit peu, qui regarde sur sa droite, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et les hommes derrière ont l'air un peu perdus. Alors il y a un jeune homme qui visiblement a l'air fasciné par Billie Holiday. On ne sait pas qui sont ces gens, hein, Non. des jazz fans, Non, je comme on cherche disait à un peu, l'époque. mais, en tout cas, je les connais. Des gens de la salle, je ne sais pas, en tout cas leur allure tranche avec celle de Billie Holiday. Pour cette exposition, on a puisé dans les archives de Jazz Magazine depuis 1954. On a divisé l'expo en plusieurs chapitres, c'est toujours un petit peu arbitraire. On a recouvert les photographies, on a mis des couvertures de Jazz Magazine derrière sur les cimaises. Par exemple, cette incroyable photo de Quincy Jones. J'aurais une jolie histoire à raconter. À Jean Lépin, j'imagine. Hein, c'est une photo de Daniel Philippaki. Je suis pas sûr que ce soit à Jean Lépin. En tout cas, c'est dans la Méditerranée, probablement. Non, je crois que c'est dans une piscine, Ah d'accord. tout simplement. On Et va je crois que c'était l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais où Quincy Jones venait très souvent à Paris. Et cette photo, qui est absolument magnifique, donc c'est sa fille, Jolie Jones. Ouais. C'est une couverture assez rare de 1957. Au début des années 90, l'Internet n'existait pas encore. Oui, il y a eu une époque où l'Internet n'existait pas. J'ai eu l'honneur d'aller assister à un dîner incroyable au Moulin de Mougins, en l'honneur de Quincy Jones, où Philippe Carle avait eu un empêchement et je l'avais, vénard que j'étais, remplacé. Donc j'étais allé à Cannes et il y avait, alors je ne raconte pas toutes les stars qu'il y avait, et on avait fait un tirage de cette photo, et j'étais chargé de la part de Jazz Magazine
d'aller offrir ce tirage photo à Quincy Jones. Donc ça m'a permis de m'approcher de la table de Quincy Jones. Et je lui ai dit, Monsieur Quincy Jones, il n'y avait pas de garde du corps, c'était tranquille. Je lui ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Et il me fait, ça tombe bien, I love gift, j'adore les cadeaux. Alors je lui tends cette enveloppe, un grand tirage, il l'ouvre et il tombe sur cette photo qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. Et il se met quasiment à pleurer. Et il me dit, Who are you? Alors je lui dis, voilà, je travaille à Jazz Magazine avec Daniel Philippaki et Frank Teno. Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est que c'était le meilleur des passeports. Parce que Daniel Philippaki et Frank Teno, c'était de grands amis de Quincy Jones. Il m'a dit, If you're a friend of Daniel and Frank, we are both friends. Alors je dis, bah oui, bien sûr. Et donc il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un hug, comme on dit. Et il m'a présenté ses amis à table. Alors ses amis à table, je m'en souviendrai, je l'espère, toute ma vie. De gauche à droite, à peu près, il y avait Herbie Hancock, Charles Aznavour, Henri Salvador, Anouk Aimé et Michel Legrand. Bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà, donc c'est ces petites histoires de jazz, je dirais. Vous offrez une photo à un grand musicien, il tombe dans vos mains, il pleure de joie. Et à chaque fois que je l'ai revu, Quincy Jones, en interview ou dans des divers cocktails, il se souvenait de cette photo qui l'a beaucoup marqué. Il faut dire que les gens de Jazz Magazine et le milieu du jazz français dans son ensemble est très lié à un certain nombre de musiciens américains parce que beaucoup sont venus s'installer en France ou ont vécu quelques années en France. Quincy Jones est venu pour travailler, pour monter un grand orchestre pour des Français, en fait, à la demande des Français. Parce qu'il y avait une énorme galère, il ne pouvait pas repartir aux États-Unis, sa comédie musicale avait fait un bide, enfin, ils l'ont sauvé. Quincy me l'a souvent répété en interview, Frank et Daniel, Philippaki et Teno, m'ont sauvé la vie. On parle de Frank Teno et Daniel Philippaki puisque ce sont eux qui ont pris les commandes de Jazz Magazine à peu près dès 1955, donc très tôt en fait. Ce magazine a été fondé par Nicole Barclay avec Eddie Barclay et Jacques Souplet qui lui venait de Jazzot et qui était aussi producteur de concerts. Mais très vite, c'est le tandem Frank Teno-Daniel Philippaki qui officiait déjà à Europe numéro 1, pas encore Europe 1, dans l'émission Pour ceux qui aiment le jazz, et ce sont eux qui ont vraiment développé et fait fructifier Jazz Magazine pendant de nombreuses années. Arnaud, tu connais la phrase réplique culte de l'homme qui tua Liberty Valance. Non, mais si la légende devient un fait, imprime la légende. Oui. Et donc, la légende dit que Jazz Magazine, effectivement, comme le dit Arnaud, au tournant des années 55-6, plutôt 55 d'ailleurs, aurait cédé Jazz Magazine à Daniel Philippaki et à Frank Teno pour un franc symbolique, nonobstant aussi quelques publicités gratuites pendant un certain temps dans le journal. Et je crois que Frank Teno m'avait dit aussi qu'il était quasiment au même moment aussi secrétaire de rédaction à Jazzot. Donc il était un peu dans les agents doubles. Oui. En fait, il était proche de Charles Delaunay. Et puis c'est parce qu'il connaissait aussi Jacques Souplet qui était autrefois à Jazzot. Et c'est après le festival de jazz qui avait pas marché du tout en 54 qu'ils se sont rapprochés. Alors oui, cette photo, elle est très intéressante, cette photo de, on s'approche de cette Miles photo. Davis en 1966, on est à Newport, c'est Tony Williams qui est à la batterie et Miles qui tourne le dos et qui s'en va vers le fond de la scène. Et cette photo a été publiée dans Jazz Magazine, ou peut-être même republiée, elle avait dû l'être avant. Elle a été, je crois, plusieurs fois. A été republiée dans Jazz Magazine au moment de la disparition de Miles Davis en septembre 91, peut-être dans le numéro d'octobre, ou même de novembre. On avait dû faire un numéro spécial, et moi j'ai toujours adoré cette photo sur laquelle je tombais souvent quand je rangeais les photos dans les boîtes de Jazz Magazine. Et donc, j'arrête, en feuilletant. Je ne sais pas à quelle occasion d'ailleurs, peut-être qu'il s'est retrouvé dans un festival de jazz où on lui a prêté un Jazz Magazine. Il est tombé sur cette photo et il s'est dit je veux cette photo pour mon disque parce qu'il était en train d'enregistrer, Arnaud. Ce qu'il ne faisait jamais d'ailleurs, parce qu'il enregistrait toujours en Europe dans des studios loués par Manfred Eicher, ou presque toujours. Et là, c'est Jarrett lui-même qui a décidé de louer un studio à New York tout de suite pour rendre hommage à Miles Davis qui venait de disparaître. Il enregistre en octobre en trio avec Blackbird, Gary Peacock et Chuck Jarrett. Ça s'appelle Bye Bye Blackbird, ce qui est un beau titre, ce qui était un standard que, bien évidemment, a beaucoup joué Miles Davis. Donc c'était une double manière de lui rendre hommage. Et il prend cette image en la recadrant sur la partie droite, celle où l'on voit Miles Davis et pas Tony Williams, pour illustrer la pochette de ce disque qui paraîtra chez ECM. Et donc cette photo, évidemment, elle est créditée derrière, elle est d'une femme qui s'appelle Catherine Pichonnier. Alors Catherine Pichonnier, on avait complètement perdu sa trace, on ne savait pas qui c'était. Je me souviens que les gens de Polygram à l'époque, peut-être était-ce déjà Universal, je ne sais plus, avaient fait des recherches, ne l'avaient pas trouvée. Et il s'avère que de longues années après, il y a une dizaine d'années, sur les antennes de France Inter, je raconte cette histoire, ce qu'on vient plus ou moins de se raconter
au micro de France Inter. J'étais invité dans l'émission d'Elsa Boublil. Et je dis comme ça, presque par malice, si d'aventure Madame Catherine Pichelinet nous écoute, qu'elle n'hésite pas à appeler la rédaction de Jazz Magazine, dont j'avais donné le numéro. Et le lendemain, elle a appelé. Et elle m'a raconté qu'effectivement, elle se voyageait aux États-Unis avec son mari cette année-là. Et que l'année suivante, elle avait photographié les obsèques de John Coltrane. Elle n'a jamais retrouvé les photos, en tout cas pas à ce jour. Les obsèques de Coltrane en juillet 67. Exactement. Donc voilà, cette photo a vraiment une belle histoire parce que elle ne s'est pas du tout émue. Elle était très contente que sa photo ait servi pour un disque de Keith Jarrett. Elle n'a pas cherché à faire un procès. Elle était très contente. Bien au contraire. Et voilà, bien au contraire. On a des photos de scène sur cette première Simèse, avec des photos assez rares, qui ne sont pas forcément des photos de photographes très connus, en tout cas de nous. Ce sont souvent des photographes qui travaillaient pour Philippe Aki, ou en tout cas pour d'autres journaux. Parce que j'avoue que Gisèle de la Bégassière, oui, je ne me souviens pas qui c'est. J'ai cherché, j'ai vu son nom dans des photos de mode notamment. Ah. Donc c'est quelqu'un qui devait faire des photos pour d'autres journaux. Sans doute Marie-Claire, ouais, puisque Daniel était effectivement... Et puis on voit des très très belles images de chanteuses en particulier, qui ont évidemment beaucoup impressionné à l'époque. On parle d'elle, par exemple. Aretha Franklin, ça c'est une photo de Giuseppe Pino. Il y a beaucoup de photos de Giuseppe Pino dans cette exposition. Prise à Montreux, au Festival de Montreux. Là, je m'approche de Abbey Lincoln, merveilleuse chanteuse. Alors ça, c'est une des photos qui a été prise à la Maison de la Radio, précisément. Par Paul Minsard, un photographe un peu mythique, puisque c'est pareil, on a des photos de lui, mais on a complètement perdu sa trace. Et là, Mahalia Jackson, de nouveau par Giuseppe Pino. Emporté par la foule, c'est la deuxième Simèse. Ce sont des photos essentiellement prises en public, ou alors des photos où l'on voit le public. Il y a une photo assez... Je vous interromps, mon cher Arnaud, je voulais juste souligner quand même la présence d'une artiste qui est de plus en plus, et c'est un vrai bonheur qu'il en soit ainsi, Sister Rosetta Tharpe. Ouais. Il y a un livre qui vient de sortir sur elle, écrit par Frédéric Adrian. Et ça, c'est une magnifique photo de Denis Constant-Martin, collaborateur régulier de Jazz Magazine, qui n'est pas spécialement photographe, mais qui faisait parfois des photos très très chouettes. Et donc je vous invite à venir la voir parce que vraiment, Sister Rosetta Tharpe en train de jouer de la guitare devant un piano à la salle Pleyel avec une magnifique robe blanche, ça vaut le coup d'œil littéralement. Alors là, on voit Ella Fitzgerald en train de signer des autographes. On voit la même chose avec Louis Armstrong. On voit Mahalia Jackson qui est en public, en plein air aux États-Unis. On sait qu'elle était à côté de Martin Luther King le jour très célèbre du discours I Have a Dream, par exemple. On voit le public d'un grand théâtre derrière Duke Ellington. On voit... alors si c'est une photo de Giuseppe Pino, ça doit être en Italie. C'est probablement en Italie, oui. Mais Giuseppe Pino avait à mon avis, aux Milan. États-Unis. Une photo de Hampton en train de dédicacer ses disques dans un grand magasin de disques aux États-Unis. Ça, c'est une photo ça se fait moins, hélas, aujourd'hui, les dédicaces de musiciens de jazz dans les grands magasins de disques. Une toute petite photo magnifique de Herman Leonard où l'on voit Ella Fitzgerald qui fête son 32e anniversaire au club Downbeat à New York. Et évidemment, à la table devant, on reconnaît par exemple Duke Ellington et juste derrière, on reconnaît Benny Goodman. C'est un pan entier de l'histoire du jazz. Là. Et on pourrait gloser plus longtemps sur cet éditeur, Jack Robbins, qui était un des grands éditeurs de chansons de comédie musicale de Broadway et qui a révélé énormément de grands talents à cette époque-là. Les éditeurs à cette époque-là étaient souvent producteurs aussi. En France, on a un cas célèbre, c'est Francis Dreyfus. Parfois, des gens qui sont à la fois éditeurs et producteurs. Pour récupérer quelques droits. Je ne oui, pense monsieur, pas que c'est le cas de tout le monde. La mais musique, en tout cas, Évidemment, il y a aussi des photos de tournée, des photos d'aéroports, des photos de coulisses, des photos de loges, des photos de transport. On voit Basie devant deux de ses disques récents. Hein. Là, c'est en France, évidemment, puisqu'on voit que... Grand Prix de Jazot. Le Grand Prix de Jazot 1960. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Atomic Basie. Ouais, égal MC2. Voilà, il a plusieurs titres. Et le Basie arrangé par Quincy Jones. On y revient. Et le Atomic Basie, c'est Neil Hefti, l'arrangeur. C'est vrai. J'ai cherché où était cette photo de Ray Charles, mais en fait, il y a plusieurs langues où le mot silence se traduit par stilt, donc je n'ai pas réussi à trouver. Je pense que c'est un pays du Nord ou un pays scandinave. Mais ça pourrait être aux Pays-Bas. On ne rappelle pas l'immense popularité de Ray Charles à cette époque-là, dans les années
50-60, Ray Charles, grand ami de Frank Teno, musicien extraordinaire, enfin qui dépassait le cadre de tous les styles de musique finalement. Tout le monde admirait Ray Charles et il a suscité des... Il n'y a pas longtemps encore, j'ai relisé une interview de David Sanborn, de musiciens qui ont décidé de se mettre à jouer du saxophone en voyant Ray Charles sur scène avec ses saxophonistes. Il y a un musicien Toujours qu'on voit émouvant. souvent dans cette exposition, c'est Dizzy Gillespie. D'abord, c'est un bon client pour les photographes. Il est assez C'est un photogénique. bon client pour les interviews aussi. Ouais, aussi. Fred J'en sais qui l'a quelque chose. interviewé s'en souvient. Et là, on le voit jouer de sa trompette coudée. Alors, c'est une trompette coudée un peu par hasard, parce que c'est des danseurs qui étaient tombés sur sa trompette et qui l'avaient déformée. Et en reprenant, oublié cette en histoire reprenant de- sa trompette déformée, il a trouvé que ça sonnait pas si mal. Donc, il s'est fait fabriquer spécialement une trompette avec un pavillon coudé à 45 degrés. Et puis, il en avait plusieurs, évidemment. C'était pas... Il continue pas le d'inspirer des jeunes trompettistes. Christian Scott a un modèle Oui. similaire. Dizzy Gillespie qu'on voit aussi avec un ballon, parce qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle tout de même, en 1963, donc, c'est ça. Ah bah tiens, cette couverture, je l'aime beaucoup, de septembre 1968 de Jazz Magazine. C'est Attention, Pharoah il nous met Sanders. c'est Pharoah Sanders qui regarde sa montre, il Oui. nous dit « Guys, attention, l'heure tourne, ne soyez pas trop bavards quand même. On est bavard, » c'est Ok, vrai. monsieur Sanders, il n'y a pas de problème. Photo de Giuseppe Pino, évidemment. Éric Dolphy ici entre deux admiratrices dans une voiture en Allemagne. On sait qu'il a malheureusement fini sa jeune existence en Europe et en particulier en c'est- Allemagne alors qu'il était en Je tournée pense que là, avec c'est Michael quelques jours avant sa mort. Ah hein. ouais. C'est assez triste parce que là, il a l'air très joyeux, on peut le comprendre, il est en bonne compagnie. Et cette photo d'un photographe allemand qui est toujours des nôtres, qui est un grand monsieur qui s'appelle Hans Arsheim, dont nous avons beaucoup de photos qui sont vraiment magnifiques aussi. On voyait souvent les musiciens et les musiciennes quand elles étaient en tournée à Paris, dans les rues, alors pas très très loin souvent des bureaux de Jazz Magazine. Là, Ouais. on est dans le quartier de l'Étoile. Ouais. Et puis de l'autre côté des États-Unis, Herman Leonard, photographe qui a travaillé aussi pour la France, à la demande de Nicole Barclay. Là, c'est aux États-Unis, c'est dans la cuisine de Billie Holiday. Ouais, cette Billie Holiday qui vient de préparer à manger à son boxeur et qui fait la vaisselle et qui cette elle photo est est chez elle incroyable. avec son petit tablier, comme une petite dame, tout à fait tranquille, alors qu'en fait elle sort de tôle pour consommation de stupéfiants. Bon, c'est un peu la double vie des musiciens et des musiciennes de jazz. On voit Miles Davis qui se tient les ongles des pieds là sur. Qui fait genre laissez-moi tranquille, oui, mais un qui petit pose peu. quand même Oui, un il petit pose un peu. peu, C'est ouais. Miles Davis tout craché. Sur une Encore une chaise photo longue. dans l'Instagram. Et on en parlait l'autre jour ensemble en regardant cette photo. C'est qu'elle est dans l'Instagram, mais il y a quasiment la même prise par Jean-Marie Ouais. Perrier. Ils devaient être tous les deux devant Miles. C'était pour Oui, ça oui. qu'il a dit barrez-vous, vous me pompez l'air. C'était C'est à Jouan. Antibes, Jouan les Pins en 1963. Ici, on voit le musicien Archie Shepp qui lève le poing à Central Park aux États-Unis. On est en 1900. On n'a pas la date exacte de cette Ouais, photo. voilà, Mais- non, c'est pas marqué. Mais j'ai recherché un peu dans Jazz Magazine. Le C'est premier possible que grand ce soit portrait- 73, parce que Ouais. si c'est aux États-Unis, Pino, et voilà, il avait fait un voyage à New York avec Philippe Carl, Francis Marmande, Bernard Loupias et Serge Loupien, et Daniel Richard aussi, tous des gens voilà, qui travaillent, des journalistes, des passionnés de oui. jazz qui ont travaillé dans des maisons de disques. Et il est fort possible parce que je dirais que c'est un archichef de 1973. ça. Ouais. On voit des musiciens qui sortent du métro à Paris. Franklin Alors, Roosevelt. C'est pas n'importe quel métro, Ah non. Frédéric. Ah bah non, c'est la Ouais. station Franklin Roosevelt. On descendait, on montait les marches, on tournait à gauche, on était au 63 Champs-Élysées. Qui était le siège de Philippe Aki, mais de tout le groupe. Il y avait aussi De tout le les groupe, autres, Philippe Paris Aki, Match, Jazz Magazine a fait à peu près tous les étages. On nous bougeait souvent, on était petits, donc on était pratique à bouger. Mais il y avait évidemment Paris Match, lui, Pariscope, Jeune et Jolie, toutes sortes de magazines. Mademoiselle hein. Ashtendre. Mademoiselle Ashtendre dans les années 60, dont Philippe Ouais. Carl, il ne s'en cachait pas. Comme Jazz Magazine, c'était pas évident d'avoir un salaire complet pour faire Jazz Magazine. Il était correcteur et secrétaire de rédaction à Mademoiselle Ashtendre et il a appris le métier avec un monsieur qui est grand monsieur de la presse du groupe Philippe Aki qui s'appelait Guy Habitant et une jeune rédactrice en chef très brillante, Anne-Marie Perrier. Alors on prend le métro, on fume des clopes à l'aéroport d'Orly. Ça c'est c'est Monk fini avec aussi, sa hein. femme, Nelly. On vient les chercher à Orly, ils fument des clopes. Et puis bien sûr, les musiciens de jazz, ils se marient et ils meurent. On a une photo ici du mariage d'Abel Lincoln et de Max Roach. Et puis juste à côté, on a une photo de l'enterrement de Thelonious Monk où visiblement de très nombreux musiciens ont défilé pendant plusieurs heures pour rendre hommage à Thelonious Monk en 1982. C'est un musicien qui s'était retiré de la scène pendant plusieurs années avant sa disparition. Et
tous les musiciens de jazz se devaient de lui rendre hommage. Aujourd'hui en encore. de ses obsèques. Les musiciens de jazz sont parfois un peu fatigués. Hein. Louis Armstrong, il est évidemment, il était partout sur le pont pendant des années. Ouais. Là, il est au Basin Street à New York, photographié également par Herman Leonard. C'est un musicien qui a déjà, plus de 60 Oui, parce que ans, hein. quand on voit ce genre de photos, il paraît quand même, au cours de sa vie, on dort plus souvent que Oui. l'on est éveillé. On a l'impression que c'est le contraire avec des musiciens comme Louis Armstrong. Hein. Il ne Ce qui devait est pas magnifique beaucoup dormir. dans la quoi. photo de jazz, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de musiciens noirs américains. Donc, ça permet aux photographes de faire des formidables dégradés ou des formidables contrastes Ouais, c'est vrai. avec le noir et blanc. On le voit bien On avec a- Count Basie. C'est une photo rare, elle est magnifique cette photo de Count Basie. En plus, c'était quelqu'un d'extrêmement discret, d'assez concis dans son jeu aussi, mais de très discret dans la vie. Ouais. Même ses interviews ne Alors, sont pas très disertes. Encore une photo de Giuseppe Pino, et c'est vrai que Giuseppe Pino a fait des photos extraordinaires de Count Basie, dont celle-là, et souvent d'ailleurs à Montreux, encore une fois, comme il logeait au Grand Hôtel, au Palace, ils étaient relax, vraiment tranquilles, et ils se laissaient photographier sans problème. Il n'y avait quasiment pas d'intermédiaire à l'époque entre les musiciens et les photographes. Miles Il y avait Davis une à certaine Paris, magie. Miles Davis à Paris en 1957. Miles est beaucoup venu à Paris dans les années 50. Il avait quelques amis en France, bien sûr. Ah bah oui. Et puis on finit la dernière simèse avec des photographies qui se trouvent liées à Jazz Magazine ou qui se trouvent liées à la pratique du studio. Par exemple, ici, une très très belle image, j'adore. encore de Giuseppe Pino. Eh oui. Et on est dans la salle des maquettes de Jazz Magazine, enfin pas seulement de Jazz Magazine, hein, du groupe. La salle des maquettes où tous les magazines du groupe Philippe Aki se faisaient. Et donc le matin, on arrivait dans cette salle, c'était propre et net. Et le soir, il y avait 25 cm de hauteur de papier déchiré par terre. Et ça sentait la colle. C'était voilà, fantastique. Tout ça a disparu avec l'avènement de l'informatique. Et ça, c'est une table lumineuse, parce que ça servait à regarder les hectares. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour le faire à l'époque. Et évidemment, Giuseppe Pino, toujours très inventif, a demandé à Roy Ayers de poser sa main sur cette table lumineuse et de prendre une sorte de, je ne suis pas spécialiste technique, mais une sorte de grand angle, j'ai l'impression, qui lui allonge les doigts de la main. C'est extraordinaire photo. Là, on a Nicole van der Bush qui s'appelait Nicole Barclay, de son nom de femme mariée. Eddie Barclay ne s'appelait pas non plus Eddie Barclay, il s'appelait Édouard Rouault. Mais... Ça sonne mieux, évidemment, Eddie Barclay. Hein, Et là, Nicole, qui était donc la cofondatrice de Jazz Magazine en 1954, est dans les bras du pianiste et compositeur et chef d'orchestre John Lewis. Et on voit que c'est à New York devant le Birdland, puisqu'on aperçoit, on reconnaît les affiches. aperçoit l'affiche du Devine le Birdland. mot Birdland. On voit les musiciens en studio, on voit des musiciens aussi, par exemple, qui lisent Jazz Magazine. Alors là, c'est aussi une mise en abîme parce qu'on voit la couverture de Jazz Magazine, c'est Duke Ellington. Et il se trouve que ce musicien qui est le batteur, que je ne dise pas de bêtises... Hein, il n'y a pas que moi qui ai des trous de mémoire. C'est Rufus magnifique. Jones. Rufus Jones. Speedy Jones. C'est pas le plus connu, évidemment. Non, mais il était le batteur d'Ellington à l'époque. J'ai regardé dans toute la D'accord. discographie et les concerts d'Ellington. C'est le batteur le plus régulier d'Ellington. Avant Louis Bellson, après, on sait Ouais, que- ouais. voilà, d'accord. Et donc, il lit Jazz Magazine sur lequel couverture, c'est Ellington. la couverture, c'est Duke Ellington, donc effectivement, il y a une espèce de mise en abîme. Bon, Jeanne Moreau avec Miles oui. Davis, on pense que c'est pas la nuit même de l'enregistrement de Alors, je crois la que si, bande je originale. crois que si Marcel C'est Romaini, ouais, mais c'est ils discuté. étaient lui, ils avaient rapidement fait des photos comme ça. Ils ont fait la promo, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. On est bon, hein. On a dit Juliette Gréco Et Jeanne Moreau. et Jeanne Moreau, donc on est bon. Charlie Parker qui s'éponge le front dans une célèbre séance Verve. Ouais. Et puis Duke Ellington en studio aussi. Jonah Jones qui discute dans un studio de radio avec Daniel Philippaki, l'un des Alors, deux. Est-ce le studio un studio d'Europe numéro 1 C'est probable. Hein. C'est fort probable quand même. Hein. Grand studio, en tout cas, c'est peut-être le studio Merlin. Les archives de Jazz Magazine, c'est quand même un monde magnifique. Non, c'est Mais pourquoi dis-tu ça? Parce que je pense que sur cette photo, Armstrong est en train d'enregistrer What a Wonderful World. C'est pas la première Non, version. ça c'est la C'est la séance deuxième de version. ses derniers disques. C'est la deuxième oui, il l'a version. refaite. Ah ouais. C'est un disque assez étrange de Louis Armstrong où il joue quasiment pas de trompette. je Il crois. reprend chante. What a Wonderful World. Il reprend, il chante même The Creator of the Master Plan de Pharoah Oui, Sanders. ce qui est assez drôle. Et effectivement, on reconnaît C'est Bob derrière, Seale, tu voulais le dire, je ouais. crois, à sa gauche, Oui, là, c'est l'arrangeur Oliver Oliver Nelson. Nelson, et derrière, Bob C'est Thiel. Bob Thiel qui est le producteur. Évidemment, Bob Thiel qui a coécrit la chanson What a Wonderful World, il faut le rappeler aussi. Ah puis bon, bah, une dernière photo pour la route de Nicole Barclay avec Eddie, qui a demandé du feu à Monsieur Dizzy Gillespie, qui évidemment a toujours un briquet sur lui. On a
a voulu associer la Maison de la Radio et des photographies prises à la Maison de la Radio, au Studio 104, à cette exposition dans les archives de Jazz Magazine. Parce qu'évidemment, depuis 1963, depuis le 14 décembre 1963, l'ouverture de cette maison, il y a eu beaucoup de concerts ici, en particulier au Studio 104, qui se prêtent très bien à cette musique de jazz. Donc, puisque un grand photographe, qui est aussi un habitué de Jazz Magazine, d'ailleurs, Christian Rose venait encore très régulièrement aux balances des concerts qu'on organise ici au Studio 104 jusqu'au printemps dernier, j'ai demandé à Christian Rose de choisir avec lui quelques images prises au Studio 104 depuis les années 60. Et on a fait cette exposition ici, complémentaire de l'exposition Jazz Magazine, en présentant un certain nombre d'images. Par exemple ici, le pianiste Martial Solal avec le saxophoniste Lykonis qui jouaient très souvent ensemble en duo ou en quartet. Et on voit bien la salle du Studio 104 derrière. On sent bien l'humour aussi des deux personnages. Oui, ils se regardent de manière aiguisée. un peu amusée. Oui. Joachim Kuhn au piano avec Peter Warren à la basse et Daniel Humer à la batterie. Ici, on aperçoit les tuyaux de l'orgue du Studio 104 derrière. On a essayé à chaque fois de montrer aussi l'ambiance du studio. On a ici deux très grands pianistes. À droite, Randy Weston. À gauche, Ahmad Jamal, avec son trio de l'époque. Et on aperçoit très loin au fond, mais il faut savoir que c'est lui, tout à fait en haut à gauche, une petite silhouette, une petite découpe. C'est Philippe Karl qui était sur le plateau du Studio 104 ce jour-là pour le concert d'Ahmad Jamal. On a aussi deux pianistes importants de cette génération. Bill Evans, qui est venu un certain nombre de fois au Studio 104. Ça, je crois que c'est le concert de février 1972. C'est le premier concert auquel a assisté mon camarade Alex Dutti, le producteur sur France Musique. Ça l'a marqué, je crois. Je crois que ça l'a un petit peu marqué. Ouais, il habitait Bordeaux à l'époque. Il est venu, je crois, exprès à Paris pour ce concert. Et il est resté à Paris. Lui demander. Et il est quasiment resté à Paris. Il faisait de la photo et de la presse dans un journal concurrent qui s'appelle toujours Jazzot, qui a beaucoup moins d'importance aujourd'hui que Jazz Magazine, évidemment, mais qui a été un journal qui a existé historique, 20 ans avant Jazz Magazine. Formidable mensuel. Et puis, le tout jeune Keith Jarrett, ici, il a tout juste 22 ans. Des petits accents à la André Francis Oui, quand j'y tu dis le pensais. tout jeune qui j'arrête. Et il est ici au sein du quartet du saxophoniste Charles Lloyd, avec lequel on l'a repéré au cours de l'été 66 au Festival d'Antibes. Et ils reviennent à plusieurs reprises, à l'invitation d'André Francis précisément, au Studio 104. C'est déjà Keith Jarrett, il a 22 ans, mais on voit son regard, sa détermination, sa bouche un peu pincée. Et voilà, il nous dit laissez-moi tranquille. Toi qui parlais des interviews tout à l'heure, c'est pas les interviews les plus faciles, celles de Jarrett. Cela dit, quand il a décidé de vraiment parler, c'est un des plus grands, pour moi, intellectuels au sens noble et penseur du jazz. Ça, c'est... Pour l'avoir interviewé aussi comme toi, c'est extraordinaire. Plusieurs fois, y compris sur des sujets qui ne touchent pas au jazz. J'ai fait toute une interview pour le monde de la musique un jour sur Shostakovich, qui venait d'enregistrer. C'était assez... oui. Ah ouais, assez compliqué. C'est foudroyant d'intelligence. Alors on va aller de l'autre côté du grand hall de la Maison de la Radio, le hall scène. Cette exposition occupe un sacré espace. Devant l'auditorium, là on était devant le Studio 104, on se dirige vers l'auditorium de la Maison de la Radio et on va retrouver 6 panneaux, toujours disposés en tandem. Là ce sont deux saxophonistes, à gauche Pharoah Sanders, et on le voit devant un drôle d'instrument, en fait c'est la console mobile du Studio 104, puisqu'à l'époque il y avait un orgue au Studio 104. Aujourd'hui, cet orgue a été démonté, il est à Lille maintenant, à Notre-Dame-de-la-Treille, et l'auditorium maintenant bénéficie d'un nouvel orgue tout neuf. S'il était délocalisé Parce qu'à l'époque, être remplacé. voilà, en fait, on a construit un tout neuf dans le nouvel auditorium, et celui du 104 a été démonté. Mais le pianiste de Pharoah Sanders, Danny Mixon à l'époque, voulait pouvoir jouer de l'orgue. Donc il avait demandé à ce qu'on installe la console mobile de l'orgue sur la scène du Studio 104. C'est Pharoah Sanders dans toute sa splendeur avec ses... Magnifique chapeau, petit chapeau, belle chemise. oui. Alors c'est bien, on a quand même Ben Webster à droite, Pharoah Sanders à gauche. On a quand même deux écoles du ténor, sans doute plus liées à mon avis qu'on ne l'imagine. Oui, bien mais sûr. le parangon, l'emblème aussi emblématique du free jazz, le compagnon de route de John Coltrane, et Ben Webster, le son. Moi, quand j'étais disquaire, on me dit est-ce que vous avez des disques du saxophoniste qui fait comme ça? Et c'était Ben Webster. Il y avait Don Byas qui faisait. Oui, mais les gens, ils voulaient Ben Webster, vraiment. On a mis des petits codes aussi qui renvoient systématiquement
aux émissions de France Musique, puisque notamment dans l'émission de Jérôme Badini qui s'appelle Les légendes du jazz, on diffuse tous les week-ends des concerts enregistrés à la Maison de la Radio et puis ailleurs, mais à chaque fois qu'on a retrouvé ces concerts, évidemment, on peut flasher ce code et comme ça écouter la Donc là, musique. si je flash, j'ai le concert de Pharoah Sanders. Précisément, J'ai le son de celui l'image. de la photo, exactement. Formidable. Ça, c'est un peu une exception, puisque c'est une photo qu'on a choisie ensemble avec Christian Rose, qui nous a quittés début juillet. Et on avait choisi cette belle photo. En fait, je me suis aperçu ensuite en travaillant que c'était au studio 105 et non pas au studio 104. Mais on a fait une exception, on le dit, on l'avoue. Ça ne se voit pas sur la photo. Voilà. Mais le C'était studio pas très grave. 105 a accueilli aussi beaucoup de concerts de jazz d'importance. Quand on voit que Ben Webster passait au 105. Alors j'avoue, j'y ai même vu des concerts de rock au Bien studio sûr. 105. Et pas des moindres. Le décor de Lucien Lègle, sculpteur, que l'on voit ici, Qui est classé, tu c'est le disais décor l'autre jour. du studio 104, oui, absolument. Quand on a refait le studio, on a conservé les décors d'origine de décembre 1963. Ici, c'est au mois de novembre, on voit que le vibraphoniste Milt Jackson est emmitouflé dans une sorte de beau manteau, Magnifique. à côté du très beau smoking du pianiste John Lewis. Alors là, C'était la il- moitié du Modern Jazz Quartet qui était toujours très bien habillé. Ah oui. Mais on disait ça un peu méchamment pour leur musique, c'était méchant parce que c'est de la musique qui swing. Bah oui. Puis on voit là donc Jimmy Smith qui check, comme disent les musiciens, un accord visiblement qui est en train John Lewis. de John Lewis. Il lui dit, tu connais cet accord? Et voilà, Jimmy Smith a dit oui, bien sûr. John Lewis. Mais peut-être il ne le connaissait pas. Ouais. Il a retranscrit après sur son C'est pas organe. Jimmy Smith, c'est Milt Jackson. Oh, c'est Milt Jackson, pardon. Mais pourquoi je dis Jimmy Smith? Parce qu'il joue de l'orgue, il joue de l'orgue et le vibraphone, c'est bien aussi. Mais Oh là ça là, prend- l'erreur, Ouais, lamentable. Moi, je suis éliminé là. C'est ouais. c'est carton Oui, rouge. oui, mais c'est pas grave, tu reviendras quand même. Bon, d'accord, merci. Charles Lloyd qu'on évoquait tout à l'heure, une très belle image un peu floue, comme les volutes qu'il développait sur son saxophone à l'époque. Bah, c'est l'époque où toujours il y avait extrêmement Jarrett virtuose. au piano. Oui, c'est la même époque. Forest Flower, tout ça, le live Alors on a mis légendaire. aussi des photos de coulisses assez émouvantes, par exemple celle de Chick Corea avec Anthony Braxton. Là aussi, c'est la Ah, moitié, super c'est histoire, tu la racontes c'est la bien, moitié ça. d'un quartet. Allez. C'est la moitié d'un quartet. Ils sont dans le couloir qui mène aux loges du studio 104. Anthony Braxton, saxophoniste, clarinettiste, multi-instrumentiste et compositeur, est en compagnie du pianiste Chick Corea, qui était déjà assez connu, mais enfin pas autant qu'il le sera par la suite. Et il formait un quartet à l'époque avec le batteur Barry Altschul et le contrebassiste anglais Dave Holland. Et ça s'appelle Circle. Ils viennent faire un concert au studio 104 à l'invitation d'André Francis qui organisait les concerts. Le concert se passe extrêmement bien. Et ils réécoutent la bande et le lendemain ou le surlendemain, ils disent c'est formidable, il faut qu'on fasse un disque. Et il se trouve que Chick Corea connaissait déjà Manfred Eicher, le fondateur du label ECM, et Chick Corea avait enregistré pour lui des pianos solos. Donc il prend contact avec Manfred Eicher et lui dit voilà, on vient de faire un truc avec Circle, avec Barry, Altschul Anthony et et Dave Holland. Et je pense que ça va te plaire. Et non seulement ça lui a plu, mais il a sauté sur l'occasion et il publie ce disque, ça s'appelle Circle, The Paris Concert. Pochette jaune, très célèbre. Magnifique, magnifique disque qui fera référence pour toute une génération. C'était un des premiers disques ECM, Qui est enregistré CMPPT ici. à l'époque. Oui, hein, oui, c'était une vingtaine de références. 69, le tout début. Ouais, il y a Donc là, on est en ouais. 71. Hein. Il y en a plus de 1000 maintenant, mais à l'époque, c'est... Et Dave Holland, qui est revenu plusieurs fois ici avec son groupe et puis aussi en duo avec John Scofield, m'a raconté que quand il arrive au 104, il se souvient très très bien évidemment de ce concert avec Circle. Et il me dit mais c'était très important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec Manfred Eicher, on ne se connaissait pas. Il Et a fait après, quelques disques. Dave Holland a fait quelques une disques. bonne partie de sa carrière phonographique chez ECM sous le label de Manfred Eicher. Et puis là, c'est l'étage en dessous, la photo en dessous. On est dans le Instant foyer du touchant. studio 104. On descend l'escalier par rapport au balcon des loges où on voyait Corea et Braxton. Et là, c'est 4 ans plus tôt, en 1967, un moment capté de tendresse. de tendresse entre Abel Lincoln, la chanteuse, et le batteur Max Roach, qui était marié à l'époque depuis, Quel couple, quand on depuis dit 5 ans. Quel couple Un couple qui ne incroyable. devait pas être facile tous les jours, Certes, mais quand de la même. part des deux. Ça on laisse reconnaît rêveur. on reconnaît le décor de l'époque du foyer du Studio 104 qui a changé, mais pas le lieu. L'escalier est toujours là, et bien sûr, le On volume faut est rappeler toujours quand là. même que Max Roach a fait plusieurs disques avec Abel Bien Lincoln, sûr. où Abel Lincoln chante, et ils se sont séparés après, mais ils ne se sont jamais perdus de vue. hein. Des Ils disques sont restés amis extrêmement engagés Ouais. sur le plan sur politique Impulse, aussi, très politique. et ouais. qui musicalement ont marqué les Je me esprits. souviens d'un morceau qui s'appelait Garvey's Ghost, le fantôme de Marcus Garvey. Marcus Garvey. Et puis on finit avec 2 saxophonistes, il y a beaucoup de saxophonistes. Enfin, il faut dire que là, il y en a plusieurs. C'est Roland Kirk qui est venu à plusieurs reprises
au studio 104. La dernière fois, il était vraiment très fatigué. Et je crois qu'il avait une hémiplégie, il jouait presque plus. Mais enfin là, il joue encore de plusieurs instruments à la fois. C'est ce qu'on ne voit pas sur cette photo, parce qu'il a plusieurs instruments autour du cou, mais il n'en joue qu'un seul. Là, pour l'instant, il joue de la flûte. Il pouvait en jouer plusieurs à la fois. Et c'était un musicien absolument incroyable qui a fait les beaux jours de cette maison. Et à droite, c'est Johnny Griffin qu'on voit devant le décor flouté des tuyaux du studio 104. Et Johnny Griffin, c'est un musicien, alors là, pour le coup, qui a vécu très longtemps en France. Il était installé presque français. Dans un quadrilatère entre le Poitou et l'Angoumois, où vivaient aussi Maurice Vander, le pianiste, Eddie Louis, l'organiste, et où vit toujours le batteur, Lolo Belanzi. Tous les quatre étaient comme ça, une cinquantaine de kilomètres. Et il y avait une cinquième personne qui est disparue, qui est un grand amateur qui s'appelait Francis Podras, qui habitait également dans la région. Je pense que c'était un peu pour ça qu'il s'était installé dans le même coin, Johnny Griffin. Alors la ferme du Poitou, où il y avait un coq qui émettait une pendule, c'est lié à tout ça. C'est Maurice Vander, le pianiste qui jouait avec Claude Nougaro. Bien sûr. Et la ferme du Poitou, tout ça, c'est pas loin de chez Vander, bien sûr. Alors je voulais juste quand même, puisque cette magnifique exposition Jazz Magazine et cet hommage à Christian Rose, aujourd'hui se transforme hélas aussi en hommage à Philippe Carl. Donc j'ai retrouvé toutes ces photos chez sa femme, Michel Carl, qui les gardait précieusement. Alors j'aime beaucoup celle-ci, puisqu'on y voit Philippe Carl en train d'offrir le numéro 1 de Jazz Magazine, sur lequel Lionel Hampton était en couverture, et il l'offre à Lionel Hampton, qui lui tient un numéro de Jazzot sur lequel il est aussi en couverture. Donc c'est vraiment assez étonnant comme photo, une photo assez récente, je pense, des années 90. Photo de Christian Rose. Une photo de Christian Rose, bien sûr. Une autre photo, cette fois-ci, d'un autre photographe qu'on a souvent cité, Arnaud Merlin et moi, c'est Giuseppe Pino. Ça, c'est à Montreux en 1974, parce que Giuseppe Pino était pratiquement le photographe résident jazz à Montreux, grand ami de Claude Nobs, le fondateur du festival. Et là, on y voit Philippe Carl, donc un look typiquement années 70, vous voyez, les cheveux longs, en train d'interviewer un de ses pianistes préférés, je le sais, le grand Cecil Taylor, maître du piano free jazz, enfin, au diable les étiquettes, finalement, grand pianiste et de jazz. Alors une autre photo qui est presque familiale, on va dire ça, c'était la soirée des 40 ans de Jazz Magazine. Donc en 94 94, au petit journal Montparnasse. Je crois, ouais. J'aime beaucoup cette photo très décontractée où on voit 3 hommes en train de manger le gâteau des 40 ans de Jazz Magazine. De gauche à droite, Franck Teno, Philippe Carl et Daniel Philippaki. Donc toute l'histoire du magazine en quelque sorte, bien qu'il y ait beaucoup d'autres personnages très importants, mais enfin ces 3-là sont vraiment peut-être encore plus importants pour l'histoire du journal. Et on voit Philippe est un peu intimidé peut-être, parce qu'il a toujours eu ce petit soupçon de timidité au milieu de ces 2 grands patrons. Alors je ne vous raconte pas moi j'étais carrément terrorisé par ces 2 grands personnages. Alors là on le voit et fait une nouvelle mise en abîme dans les studios de Radio France. Alors regardez, elle est légendaire cette photo, elle est d'Antoine Darnaud. Ouais. Le 8 avril 1982 à 0h35, c'était l'heure de l'heure bleue. Et c'était les émissions de Philippe qui s'appelait Carnet de route. Quand même invité très prestigieux ce soir-là. En avril, ça devait être l'époque de Banlieue Bleue, du festival Banlieue Bleue. Le grand, l'immense Max Roche, le batteur. Voilà, l'un des maîtres du bebop, du free jazz. Cet homme a joué avec Charlie Parker et Archie Shepp, entre autres. Vous voyez, ça résume une carrière. Et Philippe Carl, je m'en souviens, parce que moi j'écoutais l'émission en direct, était très fier le lendemain. On ne disait pas comme ça, mais on avait débriefé l'émission. Il m'avait raconté quelques anecdotes. En tout cas, il était assez fier d'avoir reçu Max Roche à son micro. Je garde celle qui me touche le plus et pour la fin. À gauche de cette photo, c'est Jimmy Giuffry, un des grands musiciens de la West Coast aux États-Unis, mais qui on ne peut pas résumer son style au jazz West Coast, avec Philippe Carl en train de se promener. Alors, il faut savoir que Jimmy Giuffry était peut-être, on peut le dire, le musicien de jazz préféré de Philippe Carl, en tout cas celui qu'il avait le plus souvent à l'esprit. Et il a milité inlassablement pour la musique de Jimmy Giuffry. Et là, ce qui est très touchant, c'est qu'on les voit tous les deux en mars 1991 se promener devant la maison de Radio France. Et c'est une photo de Christian Rose. Donc là, tout est réuni. Philippe Carl, Christian Rose, Jimmy Giuffry, la maison de Radio France et le jazz, évidemment.